Bonjour Marie. Bonjour Christelle. Donc nous sommes avec Marie Milice aujourd'hui pour une interview sur l'auto-louange. Donc l'auto-louange, j'ai eu la joie de découvrir ça hier avec toi pour une journée découverte. Et j'ai eu envie en fait de faire découvrir à mes abonnés de la chaîne cette technique que j'ai trouvée, enfin c'est pas une technique, c'est plus une pratique, un art je dirais, qui pourrait aider beaucoup de monde, je crois, aujourd'hui à se reconnecter à soi, à sa profondeur. Et je voudrais juste que tu nous dises un peu d'où ça vient. En fait, qu'est-ce que c'est auto-louange? Parce que pour beaucoup de gens, ça peut sembler étrange comme terme. Oui. Ça vient d'où, en fait, c'est une pratique millénaire et universelle qui a existé absolument partout, sur toute la surface du globe, mais qui, bien sûr, porte des noms adaptés aux cultures et au cadre culturel dans lesquels ces pratiques ont évolué. Alors chez nous, l'auto-louange, elle est en lien direct avec la pratique de la louange du roi David, ce qui constituait les psaumes. Donc dans la Bible. On en retrouve dans la Bible, mais on la retrouve dans tous les textes sacrés, on la retrouve dans toutes les grandes traditions, on la retrouve dans tous les textes de l'oralité. Elle a disparu pendant de nombreux siècles et c'est assez merveilleux de voir qu'aujourd'hui, dans les temps de mutation que nous vivons, elle est en train de retrouver sa pertinence. Et alors justement, dans les temps de mutation que nous vivons, pourquoi l'auto-louange revient en fait, à ton avis? Qu'est-ce qui a Mais j'ai l'impression que culturellement, nous sommes allés au bout de beaucoup de choses. Il y a comme un épuisement. Ouais. Je rencontre des gens qui sont épuisés physiquement et moralement aussi. Il y a un manque de vision, il y a un manque de source, il y a un manque d'élan. Et tout d'un coup vient cette pratique qui remet chacun en lien avec sa source profonde et qui donc permet de se retrouver dans des choix et dans des responsabilités fraîches. Et j'ai envie de dire que ce qu'il y a d'incroyable avec cette pratique, c'est que c'est immédiat. Oui. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on apprend, qui est long, qui est laborieux. C'est en l'espace d'une heure, en fait, on peut rencontrer cette profondeur en nous, comme tu dis, une source qui jaillit et dont on est éclaboussé presque avec étonnement. Oui, c'est pour ça, si tu permets qu'on revienne encore au nom, et puis je reviendrai à la notion de source, c'est pour ça qu'auto-louange s'écrit en un mot et sans auto-louange, parce qu'il n'y a aucune intention d'envoyer de la louange à soi-même. C'est juste constater que, alors le mot est un peu lourd, ontologiquement, ça veut dire l'humain est fondé dans la jubilation, dans la louange. Alors évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire louange en fait? Louer quelqu'un, se louer, c'est quoi? Mais ça veut juste dire reconnaître qu'il y a de l'immense dans je, qu'il y a de la source dans je, que chacun d'entre nous est né missionné et que on ne connaît plus sa mission. On raconte ça dans les contes de fées. Aujourd'hui, il y a énormément de propositions sur Internet. Trouvez votre mission de vie. Ben et voilà. Alors, on croit que c'est très compliqué, que c'est très long et laborieux de trouver sa mission. Non. En fait, l'auto-louange a 2 voire 3 consignes. C'est une proclamation. Ça doit se dire oralement. Ça doit se proclamer. Ça doit prendre la place du corps, du souffle, de la parole. Se déclarer, quoi. Oui. Et puis, ça doit impérativement être en je. Pas de tu, pas de il, c'est je. Parce que je est la seule exploration possible. C'est le lieu où je peux aller à la rencontre de mon intégrité, de ce que j'entends comme étant, on en a parlé comme l'inconscient, ou tu vois, comme cette parole. Guylaine Delage dit que l'auto-louange, c'est la parole qui champanise. C'est-à-dire, c'est faire monter quelque chose qui est déjà là, mais que je ne sais pas qui est là. C'est ça. Donc c'est découvrir c'est comme un peu les couches d'oignon là, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui arrive et puis un autre et on se surprend à aller dans cette profondeur intérieure en fait qui est accessible en fait, de cette façon. Alors du coup c'est quoi le principe en fait? Comment est-ce qu'on fait une auto-louange? Attends, parce que si t'as je pas peux... fini encore à dire tout ça.
Si je peux, je donne la deuxième consigne, Ah oui, la tu deuxième vois. consigne. C'est-à-dire, c'est une parole en jeu Oui. avec amplification. Avec amplification. Et moi, ce que ça m'a donné comme impression hier à la journée découverte, c'est comme si j'avais mis un mégaphone, Oui, un mégaphone parce qu'au début, j'écrivais des mots, puis après, je les dis, et c'est ça qui amplifie déjà. oui. Déjà, le premier niveau d'amplification, c'est que je dis quelque chose qui a émergé par l'écriture d'abord, c'est ça. Mhm. Et après, je le dis, et là, et effectivement, après, il y a d'autres niveaux d'amplification. Mais l'amplification la plus importante, c'est celle de donner du souffle au contenu de la parole, même au contenant. Tu vois, un exemple que je donne, il est un peu bené, mais je vais à la foire et je reviens avec un petit ballon, ça c'est l'anecdote. Un photographe verrait que je tiens un petit ballon. Mais dans l'auto-louange, je vais dire, je reviens en montgolfière. Tu vois ? Et le fait de dire que je reviens en montgolfière va aspirer d'autres choses que je ne connais pas. Par exemple, je reviens en montgolfière et je répands ma bonté sur le monde. Ou bien, je reviens en montgolfière et je vois la vie d'en haut. Je peux discerner entre savoir et sagesse. Tu comprends ? Le fait d'avoir été dans l'amplification fait qu'il y a des mots qui viennent derrière. L'auto-louange, c'est une écriture du cœur à la plume. Ça passe pas par le cerveau. Ça vient en direct et ça permet d'entendre ce que chacun d'entre nous a dans son patrimoine, dans son intimité. Oui. Et donc, qu'est-ce qui fait... Alors, tu dis toujours que l'auto-louange, ce n'est pas on pourrait l'interpréter, quand on ne connaît pas, comme un gonflement de l'ego, du moi, etc. Comment est-ce qu'on peut partager, donc, aux personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas, ce discernement, cette différence. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas auto-louange. Auto-louange, ce serait une sorte de méthode d'ego dans laquelle on va se booster à s'envoyer de la louange. C'est peu pas comme on pourrait imaginer des phrases positives, tu vois, qui viendraient pas de l'intérieur, justement, des choses extérieures. Il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui comme ça, de visualisation et de presque mantraisation de phrases, mais finalement, elles restent loin de nous. C'est pas ça du tout. L'auto-louange, c'est constater que la parole est là, mais à une condition, c'est de tout prendre. Pas question d'aller dire « Ah non, ça je veux pas, ah oui, ça j'aime, ou ça j'aime pas ». Tu vois ? Donc de supprimer le juge, en fait, l'évaluateur, en fait, laisser sortir ce jaillissement, en fait, des mots. Voilà. Donc du coup, comment est-ce que tu proposes, par exemple, pour les groupes qui débutent, qu'est-ce que tu utilises, je dirais, comme déclencheur ? Ça dépend de l'âge des participants. Ouais. Si je travaille avec des enfants, le simple déclencheur, c'est de dire « On va y aller ». Le but, c'est de pouvoir voir ce garçon ou cette fille-là comme « Waouh, quelle chance j'ai de connaître ce garçon ou cette fille-là ». Ça suffit. Et ça ouvre cette merveilleuse brèche d'enfance dans laquelle ils vont se parler avec amplification. Ils vont oser dire « Je suis le soleil, je brille ». Tu vois. Voilà. Et donc, d'ailleurs, toi, tu as commencé avec des enfants puisque tu étais professeur de mathématiques. Et en fait, tu avais des enfants qui étaient en difficulté scolaire. On dirait plutôt des élèves, puisque c'était des jeunes de 16 à 24 ans. C'était plutôt des ados, en fait. Oui. Et ils avaient cette problématique qu'ont beaucoup de jeunes aujourd'hui, de peu de valeur de soi, de peu d'amour de soi, peu d'estime de soi. Et comment est-ce que tu as apporté j'avais remarqué que tout ce que je faisais comme rénovation pédagogique glissait comme de l'eau sur des plumes de canard, parce qu'il restait le badge, tu vois, il s'était tatoué l'incompétence. Et c'est ce qu'on appelle un sentiment d'incompétence acquis, c'est-à-dire que pour eux, ça tenait plus d'une identité d'échec que simplement l'école, c'est pas fait pour nous. Tu vois. Ouais. Et donc, je pouvais mettre des choses en place, mais ça ne faisait que leur confirmer que je suis gentille, que je les accompagne, mais pas qu'ils sont capables. Tu vois. Et donc, il fallait changer cette posture intérieure et faire en sorte qu'ils soient étonnés de ce qu'ils disent. De leur capacité à émettre d'autres choses que de l'échec, en fait. Et donc, quand ils ont proclamé leur texte, beaucoup se disaient « C'est moi qui ai dit ça ?» Parce qu'ils entendaient de très belles phrases avec des mots sujet, verbe, complément dans un milieu où le vocabulaire est extrêmement réduit au quotidien. Et puis surtout, ça impacte sur l'autre. Et directement, ils m'ont dit « Mais madame, il y a du même dans l'autre. »
C'est ça. Tu vois ? Donc justement, c'est ça qui est très fort et qu'on a pu vivre hier dans cette journée de découverte, c'est que quand quelqu'un proclame quelque chose qui vient de sa profondeur, on se sent relié, ça vient résonner en fait dans les différents corps, dans les différents véhicules en fait de la pièce, et ça peut vraiment ça crée du lien en fait, ça crée de l'humanité. Et moi, si j'ai eu envie de t'interviewer aussi aujourd'hui et de faire découvrir cette pratique, donc tu fais des formations, il faut aller sur le site mariemillis.net. Donc tu fais aussi des formations en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et moi, je travaille beaucoup avec les femmes. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont aussi cette problématique de se donner de la valeur, de l'estime, de l'amour. Et vont aller chercher des tas de choses très compliquées et parfois même chercher à changer leur apparence, tu vois, à se relooker ou à épouser un modèle de femme voilà, qui serait un peu comme dans les magazines, etc. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée hier, c'est la beauté qui rayonnent en fait des êtres qui sont connectés à leur profondeur, et que pour moi là il y a une clé pour les enfants, comme on l'a dit, les adolescents, mais aussi les femmes, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de se retrouver entre elles aussi, un peu comme les peuples dans les communautés traditionnelles où les femmes se retrouvent entre elles, elles font des rituels et elles font des chants et pourquoi pas aussi des louanges. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu sais, Anne Cibrand est partie travailler avec les personnes de la Cordillère des Andes et elle dit que dans les milieux traditionnels, l'auto-louange a été appelée Shinji Shuti, ce qui veut dire la parole qu'on écoute. Tu vois ? Quand quelqu'un est dans cette parole-là, bien sûr qu'elle parle en jeu, mais avec une telle intégrité que ce jeu devient immédiatement nous. Et ça touche cette sorte de... Si je restaure de la dignité en moi, je la restaure aussi. C'est ça. Pour mes frères et sœurs. Ouais. Et si tu veux, moi, là, ça a été... ça faisait longtemps. La dernière fois que j'ai senti une telle puissance de connexion à soi, de connexion à sa profondeur, c'est dans les cercles de communication non violente où on apprend vraiment à... déjà être en auto-empathie pour soi et donc en connexion avec soi, et que du coup on arrive vraiment à sentir cette connexion avec l'autre malgré que les stratégies soient différentes mais que les besoins sont universels. On retrouve ça, je trouve, dans l'auto-louange, qui est on retrouve notre humanité, notre grandeur, notre noblesse, comme tu le dis, et moi aussi j'ai été très touchée de voir qu'en fait tu avais travaillé, tu avais beaucoup fréquenté Christiane Singer, qui est, comme tout le monde le sait, un de mes mentors. Et j'aimerais que tu nous racontes que Christiane, on connaît, voilà, c'était une femme dans l'intensité. Et tu disais, tu nous partageais hier qu'elle ouvrait les fenêtres. Alors, Christiane a été la marraine de toute cette aventure. Elle est même venue rencontrer les jeunes avec lesquels j'ai commencé à l'école. Et on a eu beaucoup de temps, y compris des moments de friction, parce que le vocabulaire de Christiane n'est pas tout à fait celui des jeunes. Et donc, s'adapter, réaliser qui était cette dame et ce qu'elle proposait. Et elle a tenu dans toute cette aventure. Et elle a été très touchée par l'auto-louange quand elle l'a découvert. Et comme je te disais, c'est une proclamation. Ça veut dire que ça engage tout le corps, mais aussi ça répare le corps. Si je lis un texte comme ça à voix basse, je le lis pour mon mental, je le lis pour l'information, mais ça ne touche pas mes orteils. À partir du moment où je dois gueuler un texte, je dois le proclamer, je dois y aller de tout mon corps, je sens que mon corps s'ajuste pour le porter. Et quand ce texte a une dimension vaste, une dimension d'humanité, une dimension sacrée aussi. Absolument. Tout d'un coup, je réalise que je suis parfois bien petite pour le porter. Voilà. Et donc, c'est ça qui se passe souvent. Ce que tu témoignes dans les groupes, c'est que les personnes, en fait, écrivent un texte, ça sort, puis elles le disent, et alors là, c'est presque... ça ébranle les véhicules. Moi, hier, j'ai été témoin de personnes qui, vraiment, au moment où ils lisaient leur texte, se sont mises à vaciller, à trembler, à pleurer. On sent que c'est puissant, quoi. Ça vient de très long, de très profond en soi, et ça vient secouer les structures, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ça vient
changer les atomes, modifier les atomes. Enfin, c'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que Christiane ouvrait sa fenêtre. Elle habite à la campagne. Donc, elle ouvre la fenêtre et elle proclame à la campagne. C'est pas pour être la dingote qui proclame aux oiseaux. C'est pour le mettre dans les orteils, dans les genoux, dans les fesses, dans les cuisses. Tu sais, vraiment l'habiter. Voilà. Et ça a construit cette femme. Parce que on ne naît pas Christiane Singer. il a vraiment fallu, y compris pour elle, devenir cette femme de parole. Voilà. Et c'était, enfin, ce qu'on reconnaît des écrits de Christiane et de toute sa vie, c'était cette intensité. Oui. Enfin, moi, je peux le résumer vraiment à ce mot-là, intensité. Et là, c'est cette histoire d'amplification, là, pour moi, c'est porter en fait avec intensité un message qui au début peut-être est une petite voix, tu vois, comme on l'a écrit, la petite voix, tu vois, qui te saoule, et puis en fait cette petite voix, eh ben on l'entend pas, quoi. Peut-être que je peux à cet endroit-ci faire la différence entre modestie et humilité. Tu sais, dans notre culture, il y a une sorte de prescrit de prendre peu de place, de s'habiller gris comme le mur, tout le monde en noir à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Tu vois, et surtout ne pas prendre la place d'autrui, etc. Et ça devient un surmoi, mais extrêmement embrigadant, contraignant, etc. Et on met une valeur morale là-dessus. Ça s'appelle la modestie. C'est un foutoir. C'est vraiment un éteignoir. Les gens ont des qualités qu'on ne peut pas sortir dans cette modestie. Par contre, l'humilité, mais ça, c'est une valeur source, c'est-à-dire je ne cherche pas à prendre la place d'autrui, mais humilité est liée à humus, c'est-à-dire que ma terre de naissance, ce qui s'est passé pendant la gestation, ce qui s'est passé depuis mes lignées et qui a fait que ce corps est animé, ce corps a une mission, ce corps a des talents et il m'est demandé de les réaliser. Quand tu plantes une graine de baobab, tu lui demandes pas d'être une marguerite. Le Petit Prince pourrait en témoigner d'ailleurs. Oui. Tu vois ? Je disais encore ça à mon fils il n'y a pas longtemps. C'est magnifique. Voilà, donc moi je suis vraiment, je porte ce message-là pour notamment les femmes, mais on peut le porter pour tout le monde, enfin les hommes, les enfants, les personnes âgées. Et d'ailleurs, l'auto-louange avec le livre que tu as écrit qui s'appelle Louer soit jeu, avec d'autres d'autres pratiquants de louange, eh bien, en fait on peut l'utiliser dans les hôpitaux, dans les écoles, par exemple pour les personnes en fin de vie, pour les mamans qui viennent d'accoucher. En fait, c'est ce que raconte le livre, c'est les élèves qui sont en échec scolaire, mais aussi les femmes qui veulent rayonner vraiment leur talent, qui veulent rayonner leur essence particulière, leur spécificité. Et on est vraiment aujourd'hui, je dirais, dans un espèce de contraste entre à la fois une société du paraître qui fonctionne avec des méthodes, je dirais, qui restent en surface, comme je disais au début, ressembler à certaines femmes. Et on oublie que la vraie beauté, elle est en soi, c'est cette étincelle de lumière que nous devons rayonner et on doit être en contact avec, en fait. C'est ce qu'on se disait hier avec toi, c'est que quelque part, c'est très facile de se laisser recouvrir par nos mémoires, nos patterns, nos histoires familiales. Et que l'auto-louange, en fait, c'est une façon aussi de se reconnecter à cette lumière intérieure. Complètement. D'être à l'écoute. Pour moi, l'auto-louange, c'est « Allô, mon âme ». C'est « Allô, mon âme ». Tu vois ? Et donc, c'est juste être à l'écoute de ce qui m'est demandé d'être. Je te donne juste une phrase. Un jour, j'ai trouvé sous ma plume « Dans la fange des eaux troubles, j'érige des cathédrales ». Alors bon, tu sens bien qu'il y a de l'amplification, mais c'est tellement profondément ma mission de vie. Voilà. De pouvoir être dans tous les lieux et de révéler la beauté, de construire de la beauté. Tu peux regarder la caméra et nous redire la phrase. Dans la fange des eaux troubles, j'érige des cathédrales. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une phrase avec laquelle tu peux
te relier en fait. C'est mon mantra de vie. C'est ton mantra en fait. Voilà, on parle aujourd'hui, beaucoup des mantras qui sont donnés par les maîtres, mais on peut aussi créer nos mantras. Enfin, on ne les crée pas en fait, ils viennent à nous. Exactement. Ils viennent à nous dans cette connexion à notre être profond. Tu vois, par exemple, tantôt tu me demandais comment je fais. Je t'ai dit avec les enfants c'est spontané, mais avec les personnes adultes, je leur propose de tirer une carte postale. Une image. Une image. Voilà. Et sur laquelle en fait au début ils sont totalement neutres. Au départ. C'est-à-dire, ça commence par juste regarder une image. L'idée, c'est surtout pas la décrire, mais juste sentir là où ça me touche et de démarrer une écriture en jeu, avec amplification, ludique, audacieuse, qui suit le fil de ce que je sens, de ce que comment ça me touche. Et probablement que dans ce texte-là, je vais trouver une amulette, une pépite, une phrase qui me dit « ça, c'est mon talent de vie ». Voilà. Et du coup, cette façon en fait presque de prendre sous le bras cette phrase, de l'avoir avec soi chaque jour, c'est comme... Enfin, moi, je voudrais vraiment témoigner que hier, quand je suis venue à la journée de découverte de l'auto-louange, la veille, j'avais vraiment passé une très mauvaise journée. Et donc, en fait, je sentais que j'allais me vivifier, en fait. Je ne savais pas comment, mais je sentais que ça allait me vivifier. Et effectivement, le soir, j'avais toutes mes cellules qui pétillaient d'avoir baigné, en fait, dans ce bain aussi de connexion avec les autres, puisqu'en fait, c'est ça qui est génial quand on le fait en groupe, c'est qu'on reçoit aussi les auto-louanges de chacun, et que, comme tu disais, on peut offrir un auto-louange à quelqu'un avec le jeu, et que, en fait, c'est une façon de nous montrer que le jeu, c'est le nous, et que le jeu, c'est toi, et que s'il y a une connexion au niveau de l'âme, il n'y a pas, en fait, de limite. Mais non. Et puis en plus, regarde, je vais reprendre la phrase d'une de mes élèves, Stéphanie, elle dit « Je suis l'exception à la règle qui dit que personne n'est parfait ». Oh, j'adore cette phrase, c'est tellement délicieux, elle a 15 ans, elle sort un truc pareil, moi je l'entends, c'est trop beau. Oui, mais ça veut dire quoi ? En plus, tu peux te l'approprier quand tu entends quelqu'un. Moi, hier, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit des phrases que j'ai dit, mais c'est moi qui dis ça en fait. Voilà. Elle le dit, mais j'aurais pu le dire. Voilà, et donc le jeu est devenu Christelle. Et le jeu est devenu Christelle. Et ça, c'est juste waouh. Le jeu du locuteur devient le jeu de l'auditeur. Donc c'est comme si on nourrit une grande nappe phréatique, tu vois, qui permet de... Il y a du même dans l'autre, mais il y a du même dans l'autre, ça crée de la solidarité. Ouais, c'est ça. On devient ému de l'autre, touché par l'autre. Et donc, laisser la plume courir en lui donnant cette permission du souffle, cette permission de... Je me rappelle, mes élèves me disaient toujours, mais on comprend rien de ce que vous dites, ce qui est une preuve que ça devient intéressant. On comprend rien. Alors, ils regardaient par-dessus mon épaule ce que j'avais dit, et dit, ah, on se la pète alors, madame. Tu vois, il faut se la péter. Voilà. C'est-à-dire, vous avez compris la consigne. Voilà. C'est-à-dire cette permission à... Je prends tout. Je ferai grand. À s'expandre, quoi. C'est-à-dire prendre, en fait, enfin la dimension de l'être grandiose que nous sommes, en fait. C'est ça l'invitation. Donc, ce à quoi j'aspire, tu vois. Et alors, quand on prend l'immense, on a une sorte de grand curseur. Et ce curseur est mon espace de liberté. Et je peux aujourd'hui être là, demain là, après-demain là, tu vois. Mais j'ai en tout cas une vision de ce à quoi je suis amenée à être. Donc, il y a ce livre de Marie Milis que je voudrais vous présenter qui s'appelle « Souviens-toi de ta noblesse » et qui est un livre que tu as écrit quand tu étais professeur et qui est en fait un recueil des textes de tes élèves, quand tu as travaillé l'auto-louange avec tes élèves. Et déjà, je voudrais simplement noter, j'aime le sous-titre, déjà le titre « Souviens-toi de ta noblesse », il est magnifique, mais il y a la pratique de l'auto-louange ou l'accouchement du cœur. Et ça, je trouve que c'est... je ne l'avais pas vu, tu vois. Là, je viens de tilter. Le sous-titre d'origine, c'était « Souviens-toi de ta noblesse, des jeunes relèvent la tête ». Ouais. Tu vois, parce que ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que des enseignants qui m'ont entendu témoigner, plusieurs m'ont dit « Madame, vous mentez ». Parce que vous allez entendre que le vocabulaire de ces textes est d'une beauté, d'une pureté. C'est très simple, mais c'est droit du cœur. C'est splendide, quoi. Tu vois. Simple, alors qu'en fait, au quotidien,
Ne me demande pas de te dire les mots qu'ils utilisent, Voilà. c'est pas très fleuri. Laetitia, je suis issue d'un métissage d'exceptions. Ceux qui disent que la perfection n'existe pas ne me connaissent pas. Plus pure qu'un cristal et aussi brillante que tous les astres réunis. Je suis le millésime de toutes les plus belles choses de la terre. Mes yeux sont de véritables abîmes. Quiconque ose croiser mon regard est à la seconde envoûté. J'adore. Je suis le coquelicot au milieu du champ de blé. Je suis le sucre du café trop amer. Je suis la candide douceur qui embellit vos vies. Je suis faite comme les tableaux des grands maîtres, mystérieuse, fascinante, inestimable. Je suis comme les grandes symphonies, harmonieuses, exaltantes, éternelles. 16 ans. Voilà, une jeune 16 fille ans. de 16 ans. Considérée par la société comme une élève en grande difficulté. Et d'ailleurs, il y a une chose que tu partages dans les journées, dans les stages, c'est qu'un auto-louange n'est pas toujours positif. Oui. C'est-à-dire que l'auto-louange, c'est dire « je » et c'est amplifier. Ça veut dire que s'il y a de la colère, si on rencontre des sentiments voilà, qui pourraient être, je sais pas, la haine, voilà, l'exaspération ou je ne sais quoi, et ce qui peut être le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien c'est autorisé, voire on est invité à demander à l'explorer et à le proclamer. Oui. Et c'est ce qui fait que parfois il y a des personnes qui disent, bah, ça, comme tu dis, ça se dit pas, ça se fait pas... je sais pas moi, de crier à la haine ou au meurtre, comme on dit. Oui, mais on ne crie pas à la haine ou au meurtre. On honore la propension de haine. Tu vois, j'ai dans moi une énergie de haine. Maintenant, plus je la connais, plus je peux l'utiliser à bon escient. C'est ça. Et donc l'idée, c'est que quand je suis contactée par la haine, on ne peut pas le faire exprès, on ne peut pas décider d'écrire décider, oui. Ça, c'est pas possible. Mais si je suis contactée par la haine, je la regarde en face et je l'écris avec amplification. Je lui donne toute la place. Et à ce moment-là, elle déchapeaute tous ces trucs morbides que j'ai gardés pour bien l'enfermer. Tout ça pète parce que c'est trop immense. Et je retrouve la place initiale. L'événement souvent de l'enfance qui a construit quelque chose qui est tellement horrible, qui est tellement impossible, qui est tellement... que je mets des nœuds et de la haine parce que j'en peux plus. Oui. Tu vois ? Et là, après, ça fait cocotte minute. C'est-à-dire que c'est ça qui crée aussi des violences sociales. Des cancers, des ulcères, maladies, etc. Et il y a beaucoup d'exemples dans tes livres, justement, de ce retournement. Par exemple, là, j'ai en tête, dans ton livre « Loué sois-je », d'une femme, en fait, qui avait... énormément de rancœur pour son père, voilà, qui n'était pas forcément un père bienveillant, et qui en a complètement transformé. Il y a eu un retournement intérieur où elle dit « loué soit mon père », loué soit mon père, et où elle dit que finalement toute cette noirceur et cette obscurité, elle l'a alchimisée, et que quelque part elle le remercie parce qu'il lui a ouvert aussi il lui a donné une force. Une force et une voie de lumière finalement. Je trouve ce texte absolument incroyable, et moi il me touche alors que voilà, j'ai pas eu un père comme ça, mais il y a quelque chose qui parle à mes cellules dans cette vérité qu'elle exprime. Mais quel courage. Et quel courage. Tu vois, elle a regardé l'adversité en face et elle l'a nommée en lui donnant toute la place. Tu peux en crever, hein. Tu crois que tu peux en crever. Oui. Et en fait, non seulement tu n'en crèves pas, mais tu trouves une force du répondant. Parce que l'amplification, quand tu nommes, ça allège, ça permet que les choses bougent. Elles ne sont plus... Ça décristallise, en fait, ce qui a été verrouillé par peur que ça explose. Voilà. On retrouve ça dans les corps. Moi, je fais du massage et on retrouve ça dans les corps, des cristallisations, des solidités. Et dès que, en fait, on a enlevé la première cuirasse, et bien derrière, il y a une émotion qui arrive, et finalement, le corps n'a plus besoin de recouvrir le truc qui, soi-disant, allait exploser. En fait, je suis toujours vivante. Oui, exactement. Et non seulement je suis vivante, mais je commence... plus vivante, justement. Voilà. Je commence à vivre. Voilà. Parce qu'avant, j'étais tellement handicapée par ces obligations de rester coincée, tu vois.
beaucoup de filles maltraitées sexuellement ont une obligation de silence. Et donc, non seulement elles ont la maltraitance, mais elles ont la deuxième qui est l'obligation de tout porter et de se taire. Et donc, tu n'arrêtes pas de museler. Et dans cette liberté que donne l'auto-louange, où je dis tout, je le dis, mais pas de façon revancharde, puisqu'il n'y a pas de tu. Je n'agresse personne, je dis je. Tu vois ? Et comme tu dis, ce qui est aussi thérapeutique, c'est le fait d'être accueilli dans cette parole. Parce que quand je me montre sous des aspects de colère, etc., j'ose le faire aussi, et c'est comme le fait d'être accueilli avec bienveillance dans cette parole qui est guérissante aussi. Alors il y a deux façons. Il y a l'auto-louange, j'ai envie de dire traditionnelle, qui est comme un gigantesque bouquet. Et donc si je viens chez toi, dans mon bouquet, tu auras autant la rose que l'ortie. Tu vois ? Et donc, je peux très bien avoir un moment de jubilation et un moment de colère, et les deux énergies sont miennes, je donne tout. Et puis, il y a des moments où j'ai besoin de retrouver cette pratique archaïque pour faire le point sur quelque chose qui me pèse. C'est-à-dire, si je Ça suis... se fait plus dans l'intimité Écoute, personnellement, ce que je fais à ce moment-là, c'est... je mets la phrase qui m'a saisie. Par exemple, tu parlais du père, j'ai la haine de mon père, ou des choses comme ça. Je mets cette phrase, celle-là n'est pas à moi, mais ça n'est rien. Et après, je travaille avec amplification. Je reste, mais vraiment, je regarde, j'amplifie. Et tant qu'il y a, je brûle. Tu vois, j'y vais complètement. Jusqu'au moment où la pièce d'origine, qu'est-ce qui m'a mis ça dans le corps, remonte. Je reçois une information. Et là, je sens que le texte mute, il y a quelque chose de plus paisible qui vient et qui fait que c'est bon, tu vois. Et ces textes-là, pour moi, ont fonction d'information. Ils m'ont libéré de quelque chose, je suis informée. Je n'ai souvent pas besoin de les proclamer à d'autres. Je vais les proclamer à la rivière, je vais les brûler, ils ont c'est un peu une guérison chamanique. Tu vois, j'expulse quelque chose. Mais par contre, si dans mon bouquet, j'ai un moment de colère ou un moment de difficulté, je l'exprime et ça fait partie de moi. Et ça, je le dis dans l'instant, quoi. Dans le groupe. Dans le groupe. D'accord. Merci Marie-Miss, merci beaucoup merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis, j'ai envie de dire, allez sur le site de Marie, inscrivez-vous sur les journées découvertes, parce que vous allez donc vous découvrir, en fait, dans votre splendeur, j'ai envie de dire, dans votre intensité, dans votre profondeur. Et c'est quelque chose que vous pouvez emmener chez vous dès la première journée, en fait. C'est ça qui est fou. Et après, on peut approfondir avec des formations un peu plus longues. Tu vois, la formation, elle sert à deux choses. C'est comme l'embryon qui se forme, donc ça, c'est le travail sur soi. Et puis, travailler pour d'autres. Mais il n'y a jamais que deux consignes. Et les deux consignes, on les connaît à l'avance. C'est le travail sur soi qui est intéressant. Les consignes, en jeu et avec amplification. Ok. Merci Marie. À bientôt. Merci.